Kubernetes étant devenu un outil incontournable du DevOps en 2025, nous allons faire, n'est-ce pas, une introduction de Kubernetes en ce 24e jour de notre formation de 60 jours sur le DevOps. Déjà, moi c'est Ndogmo Christian et je suis ingénieur de formation. Je m'intéresse aux domaines tels que le software engineering, le DevOps et le machine learning. Pourquoi pas aussi à l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui nous allons voir Kubernetes. Et déjà, avant d'entrer dans Kubernetes, avant de vous dire c'est quoi Kubernetes, avant de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a développé Kubernetes, quels sont les problèmes que Kubernetes résout, c'est quoi la différence entre Kubernetes et Docker, je vais d'abord déjà commencer par faire un rappel des bases de Docker, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi une image Docker? Parce que il faut savoir que Docker, n'est-ce pas, c'est une en fait, Docker est, en fait, Kubernetes est une extension de Docker. N'est-ce pas? Ça veut dire que Kubernetes va juste venir résoudre certains problèmes que Docker a. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre d'abord c'est quoi Docker. N'est-ce pas? Nous savons dire que Docker c'est un outil de containerisation qui permet d'emballer des applications et ses dépendances dans ce qu'on va appeler un conteneur. Et généralement un conteneur c'est une très petite machine très légère qui va nous permettre de déployer efficacement notre application. Donc une image Docker aussi. C'est une image, n'est-ce pas, qui contient le code de ses bibliothèques et l'environnement d'exécution. Donc, c'est un peu comme, n'est-ce pas, une recette pour faire un gâteau. Et le conteneur, n'est-ce pas, maintenant, c'est le gâteau. Ou bien, c'est un moule qui va nous permettre de faire plusieurs gâteaux, n'est-ce pas. Alors, le conteneur, alors, c'est une instance, n'est-ce pas, d'une image en exécution. Alors, le problème principal que Docker va venir résoudre, c'est ça marche sur ma machine, mais pas sur la tienne. Donc, ça va nous permettre d'avoir une standardisation de l'environnement. Donc, ça va nous permettre d'avoir une base qui fait en sorte que toute application qui fonctionne sur ma machine peut aussi fonctionner sur ta machine si tu as Docker. Alors, quelques bases essentielles de Docker. On va pas vraiment trop entrer dans les détails. Vous voyez ici, on a le Docker version pour s'assurer que, ok, Docker est très bien installé sur ma machine. On a le Docker pool, n'est-ce pas, pour les images. Parce qu'on a aussi Docker Hub qui contient, n'est-ce pas, pas mal d'images qui ont été développées par des ingénieurs. Et vous pouvez aussi écrire votre propre image et vous la pousser sur GitHub, sur Docker Hub, excusez-moi. On a aussi Docker Images pour voir toutes les images que vous avez. Voici un petit Dockerfile pour un conteneur Nginx qu'on va lancer, n'est-ce pas. Et on peut utiliser, n'est-ce pas, le Docker build -t pour dire le tag et mon app. Pour l'appeler, n'est-ce pas, le nom de cette image sera mon app et pour dire qu'on va construire l'image à partir de ce Dockerfile. Ensuite ici, on a quelques commandes pour travailler avec les conteneurs, tels que le Docker run pour lancer, n'est-ce pas, une image Nginx sur le port 80 en mode détaché. Super. On a le Docker PS pour voir tous les conteneurs qui sont en cours d'exécution. On a le Docker stop pour arrêter un conteneur en utilisant son ID spécifique. On a supprimé un conteneur, n'est-ce pas, le Docker remove avec toujours son ID spécifique. Et ici, qu'est-ce qu'on va, on a ici exécuté une commande dans le conteneur, donc on va utiliser le Docker exec. Donc vous devez déjà être à l'aise avec toutes ces commandes ici et très bien comprendre ce que ça veut dire. Ok. On a aussi des commandes telles que Docker system print pour supprimer les images et les conteneurs non utilisés, et Docker lock pour voir les locks d'un conteneur. Et nous avons aussi le Docker Compose que nous avons fait dans les vidéos précédentes. Donc déjà aussi, nous sommes au 24e jour de cette formation. Je sous-entends que vous avez passé, n'est-ce pas, les 23 autres jours précédents à suivre mes vidéos. Et je vais aussi sous-entendre qu'il y a des choses que vous connaissez déjà. Donc je ne vais pas m'attarder encore à expliquer tout en détail, n'est-ce pas. Donc aujourd'hui, nous allons juste parler de Kubernetes. Alors, c'est quoi la différence entre Docker et Kubernetes? D'un côté, on a la containerisation et d'un côté, on a l'orchestration. Alors, Docker ici, pour la containerisation, va s'occuper de créer et gérer des conteneurs individuels. Donc, c'est comme un chef de cuisine qui prépare un plat, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi les avantages de Docker? Il est rapide, et isolé et portable, n'est-ce pas? Donc, il est rapide, isolé et portable. Alors, il va nous permettre, n'est-ce pas, de utiliser en développement. Donc on va l'utiliser lorsqu'on sommes en train de développer l'application. Très facile à utiliser. Pourquoi? Parce que je prends un exemple très simple. Quand je suis en train de travailler sur une application, je vois un autre développeur veut, n'est-ce pas, contribuer, n'est-ce pas,
C'est très simple, je dockerise l'application et il parvient à pull même l'image à partir de Docker Hub et lui, il a ça déjà lancé sur sa machine très facilement. Vous voyez? Donc, c'est voilà un exemple atypique où on utilise Docker, c'est dans le développement. Ensuite, on a Kubernetes qui va nous permettre de faire l'orchestration des conteneurs. Donc, comprenez très bien, Docker, c'est pour la containerisation, alors que Kubernetes, c'est plutôt pour l'orchestration des conteneurs. Alors, Kubernetes est un outil open source pour orchestrer. Le terme orchestrer veut simplement dire gérer, scaler et déployer. N'oubliez pas ça. Très, très important. Orchestrer veut dire gérer, scaler et déployer des conteneurs à grande échelle. Donc, c'est comme un chef d'orchestration qui dirige comment est-ce que tout va se passer dans son système. Vous voyez? Donc, on peut avoir des milliers de serveurs et de conteneurs qui sont gérés, scalés, déployés, donc qui sont orchestrés par Kubernetes. Alors, Kubernetes utilise Docker en arrière-plan pour exécuter les conteneurs. Très important. Et on a une utilisation atypique ici, il s'agit de l'utilisation en production. Donc, si vous êtes production ready, comme on dit en anglais, if you are production ready, you can go for Kubernetes. Parce qu'il va nous aider à gérer la complexité des environnements réels, des pannes, des scaling, et etc. Donc, la différence clé, c'est quoi? Donc, comment emballer l'application? Lui, il est encore vraiment au petit niveau. Comment faire pour que cette application marche sur plusieurs serveurs sans qu'on ne fasse une configuration complexe au préalable? Alors que lui, il est sur comment déployer et surveiller l'état, n'est-ce pas? Et s'assurer qu'on puisse scaler des milliers des applications sur un cluster. Ok. Alors, ayant, n'est-ce pas, compris la différence entre Docker et Kubernetes, maintenant nous allons passer aux problèmes rencontrés par Docker en production et comment est-ce que Kubernetes va les résoudre. Très simple, on va voir ici que Docker a une disponibilité limitée. Donc ça veut dire que si ton serveur est en panne un jour ou bien si ça s'arrête, ça va s'arrêter là-bas jusqu'à ce que toi-même tu viennes écrire les commandes pour les relancer. Donc ici le relancement est manuel, vous voyez. Et s'il n'y a pas de guérison, donc ça veut dire que si le conteneur crash, tu dois le redémarrer manuellement comme je l'ai dit plus tôt. Encore, il y a un manque de standardisation. C'est difficile de standardiser des déploiements sur plusieurs environnements au cloud. Donc ça veut dire que si tu fais un déploiement avec Docker sur AWS, tu fais un autre déploiement sur Google, tu fais un autre déploiement sur Azure, ça sera un peu, il y aura un peu les différences. Ça veut dire que chaque déploiement a son custom setup. Et autre problème, c'est pas de gestion native de sécurité. Par exemple, le RBAC, le Role Based Access Control, c'est difficile, n'est-ce pas, de gérer ça avec Docker. Et lors des mises à jour, on a des downtime. Ça veut dire que si tu as ton application et tu veux faire une mise à jour, il va falloir que tu éteignes les conteneurs avant de les rallumer. Et lorsque tu éteins les conteneurs, là, tu passes en downtime. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour une entreprise que son site ait un downtime. Ok. Comment alors est-ce que Kubernetes résout ces problèmes? C'est à partir d'ici vraiment que vous devez être très attentif. Kubernetes va nous permettre de créer un cluster avec plusieurs nodes, n'est-ce pas? Donc ici, on va créer, n'est-ce pas, un groupe de machines pour gérer, pour orchestrer. Donc Kubernetes va nous aider à créer un cluster pour une gestion automatisée et résiliente. Voici la première chose, cluster avec plusieurs nodes. Donc ici, on voit que Kubernetes est composé de plusieurs nodes. Les nodes ici, ce sont des serveurs, n'est-ce pas? Donc imaginez les nodes comme des serveurs. En fait, ce sont des serveurs. Et si le serveur tombe, on va juste migrer automatiquement vers un autre. Donc ici, la redondance est intégrée. Donc ça veut dire que ça va nous permettre de facilement, n'est-ce pas, éviter même les downtime. Ça veut dire que si il y a un serveur s'arrête, on va essayer de chercher un autre serveur qui fonctionne et on va remettre rapidement, on va relancer les applications grâce à Kubernetes automatiquement. Ça, c'est même pas vous qui le faites. Vous allez peut-être recevoir une notification que, ok, tant serveur est monté, tant serveur s'est arrêté, mais on a relancé sur un autre serveur tout simplement. Ici, on a l'auto-guérison. Ça veut dire que si un pod crash ou si un pod ne répond pas, on va simplement le redémarrer et le recréer automatiquement. Pas besoin d'intervention manuelle. Je répète, pas besoin d'intervention manuelle. On a aussi le auto-scaling. Ici, Kubernetes ajuste automatiquement le nombre de conteneurs en fonction du trafic. Donc, ça veut dire que si ton site a 1000 users, il va ajouter quelques pods.
Mais par contre, si ton site perd en users, il va aussi supprimer pour économiser les ressources. On a le load balancing en quatrième point. Ici, Kubernetes va distribuer le trafic entre les pods. Il va s'assurer que peut-être un pod ne reçoit pas trop de trafic comparé à un autre pod. Vous voyez? Donc c'est un peu ça ce qu'on appelle le load balancing. Et il est automatique sur Kubernetes. On a aussi les types de déploiement. On a un rolling deployment et on a aussi un blue-green deployment. Le rolling update, pour autant pour moi, met à jour les pods par un, sans downtime. Ça veut dire que si peut-être dans notre cluster, n'est-ce pas, on a peut-être 1000 pods, un rolling update va faire en sorte qu'on mette à jour les pods un à un, et à la fin maintenant, on n'a pas de downtime. Pourquoi? Parce que tous les pods auront été mis au fur et à mesure. On a aussi le blue-green deployment. Ici, on a un environnement bleu, n'est-ce pas, qui signifie ce qui est actif, et un environnement vert, ce qu'on veut mettre, en fait, la mise à jour, n'est-ce pas? Donc, on va basculer le trafic vers le vert une fois qu'on a testé, et puis on va supprimer l'environnement bleu. Et ceci va nous permettre de standardiser les déploiements. Et avec ça aussi, on n'aura pas, n'est-ce pas, on n'aura pas de downtime. Donc, en gros, Kubernetes est égal à production ready. Donc, ça veut dire que si tu passes à Kubernetes, ça veut dire que tu es en train de passer en production. Et ça, c'est du sérieux. Donc, ça veut dire que ici, on a un multi-cloud. Donc, ça va fonctionner sur AWS, sur Google, sur Azure, ou bien même en premise et portable entre tous ces fournisseurs-ci. Je tiens à noter ici là que Kubernetes il est développé par Google. Donc, c'est une technologie qui nous est offerte par Google et on va le remercier pour ça. Ensuite, on a le self-healing. Dans l'auto-réparation, comme expliqué plus haut. Ici, on a la sécurité, une haute sécurité, parce que l'isolation des pods, la gestion des secrets oui, et une politique de réseau très avancée. On a la scalabilité, n'est-ce pas, pour gérer des milliers de conteneurs horizontalement et verticalement, très important. Donc, on peut pas seulement juste faire un vertical scale, mais on peut aussi faire un vertical scale. Alors, juste sur ce tableau, il y a un petit résumé. Sur Docker, on a une disponibilité illimitée, pas d'auto-guérison, scalabilité manuelle et manque de standardisation. Alors que sur Kubernetes, c'est tout le contraire. On a un multi-cluster, n'est-ce pas? On a le self-healing, on a l'auto-scaling, plus le load balancing, et les blue-green deployment ainsi que les rolling updates. Vous voyez, et ça, ce sont les bénéfices. Super. Alors, quelques thèmes très importants à prendre en considération lorsque on travaille avec Kubernetes. Le premier ici, c'est le cluster, n'est-ce pas? C'est un ensemble de machines gérées par un maître, n'est-ce pas? Qui orchestre tout. Donc, un cluster, c'est juste un ensemble de machines. Donc, quand on dit cluster, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de trop complexe. C'est juste un ensemble de machines. Et grâce à un cluster, dans un cluster, on peut avoir des nodes. Donc, c'est pour ça qu'ici, ensuite, on a les nodes. Un node, n'est-ce pas? C'est une machine physique ou une machine virtuelle dans un cluster, dans un serveur, n'est-ce pas? Donc, on a des nodes workers qui exécutent les pods et on a des nodes maîtres qui gèrent l'orchestration. Donc, ça veut dire que dans un cluster, il y a deux types de nodes principalement. Il y a les nodes workers, donc qui se chargent d'avoir les pods, n'est-ce pas? Mais il y a aussi les nodes maîtres qui n'ont pas vraiment de potes, mais ces nodes-là vont se charger plutôt de gérer aussi l'ensemble du cluster. Donc ça veut dire que si tu as 5 nodes sur Kubernetes, Kubernetes répartit les conteneurs sur elles pour éviter, n'est-ce pas, les points of failure. Donc ça va juste essayer de orchestrer et d'organiser en fait. Maintenant les pods, c'est l'unité atomique de Kubernetes. Donc ça veut dire que c'est le plus petit objet déployable. Il faut bien comprendre. Ça, c'est le plus petit objet déployable par Kubernetes. Donc, un ou plusieurs conteneurs, n'est-ce pas, partagent le réseau et le stockage. Donc, on peut penser à un pod comme une bulle, n'est-ce pas, qui encapsule ton application, ou bien ton conteneur Docker, tout simplement. Donc, voici un bon exemple ici. On va voir que un pod pour une application web peut contenir un conteneur Nginx plus un conteneur Sidecar pour les logs. Et les pods ne sont pas gérés seuls. Ils sont créés par des objets supérieurs. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'un pod vraiment c'est juste une instance de ton application. Vous voyez? Ok. Ensuite on a les répliques assets. Ceci spécifie le nombre de répliques. Donc le nombre de pods qui doivent constamment être en train de tourner. Donc ça veut dire que si
je mets en sorte, je mets réplica 7, je mets 3, ça veut dire que à chaque fois, je dois toujours avoir minimum 3 portes qui sont en train de tourner. Et si un problème arrive, il manque 2, le réplica 7 va se charger de relancer, n'est-ce pas, de recréer un, afin qu'il y ait toujours 3. Ensuite, on a le deployment qui va se charger de gérer les réplica 7. Il permet de déployer, de update et de scaler les ports de manière déclarative. Donc, il y a un fichier que généralement on va écrire. Voici un exemple ici plus bas. On aura, n'est-ce pas, la chance de voir ça dans nos prochains cours, dans nos prochains jours. Et, n'est-ce pas, le deployment va nous permettre de créer un déploiement avec des répliques qu'on aura spécifiées. Par exemple, si je vous montre cette commande, on va voir kube control, scale deployment, mon app, n'est-ce pas, ça c'est le nom du déploiement. Et ici, on va dire réplica, n'est-ce pas, est égal à 5. Donc ici, ça va supporter les rolling updates. Ça veut dire qu'on a encore dit ça, qu'il doit avoir minimum 5 nodes qui doivent être actifs lors de notre en production, n'est-ce pas, pour notre application. Donc, comment installer Kubernetes? Je pense que nous allons la faire dans une prochaine vidéo. Mais déjà, voici les étapes. Voici les étapes. Ici, on a le prérequis, le docker install. Donc, on va, en fait, vous pouvez juste suivre les étapes. Pour ça, vous partez sur le site, tout simplement. C'est très simple. Vous êtes déjà quand même au 24e jour de cette formation. Vous êtes déjà capable de suivre les étapes pour installer les choses telles que Kubernetes. C'est très simple. Et nous allons juste terminer maintenant avec pourquoi est-ce que vous devez apprendre Kubernetes. Voici pourquoi. On a une très haute demande de DevOps sur le marché et presque tous utilisent Kubernetes. En fait, c'est un requis. Si vous voulez, vous essayez, vous partez, faites une recherche sur Google et essayez de savoir, essayez de regarder peut-être sur 10 posts de jobs de DevOps, regardez s'il n'y a pas Kubernetes à l'intérieur. Arrêtez de suivre cette formation tout simplement, n'est-ce pas? On va pas blaguer. Sachez que Kubernetes est très important pour votre carrière, très important à maîtriser. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une efficacité en production. Donc, Kubernetes va nous permettre d'automatiser ce que Docker ne peut pas. Par exemple, le auto-scaling, le auto-healing, les zero downtime et l'économie du temps et la réduction des erreurs. Docker ne fait pas tout ça. Alors que Kubernetes le fait et en plus, Kubernetes le fait automatiquement. Ensuite, on a la portabilité. Une fois maîtrisé, on peut déployer n'importe où. Pas seulement sur AWS, pas seulement sur Google, pas seulement sur Azure, mais même en prémisse, n'est-ce pas? On peut déployer même, en fait, on peut déployer partout. Ensuite, on a l'évolution au DevOps. Donc, ici, on a une claire montée en compétences. Avec Kubernetes, vous avez encore une autre compétence à ajouter à votre CV. Donc, maintenant, vous connaissez Docker. Ça veut dire que vous savez, vous maîtrisez l'environnement de développement en local. Maintenant, vous êtes en train d'apprendre Kubernetes. Ça veut dire que maintenant, vous passez, n'est-ce pas? Vous passez à un autre niveau. Bientôt, on va commencer à voir des trucs tels que Kubernetes avec Helm. On va voir le GitHub, les GitOps. Donc, vraiment, préparez-vous pour les 36 jours restants qui arrivent. On va faire énormément de choses. Parce que nous sommes à un point critique de la formation. Et nous allons vraiment monter en compétences à partir de maintenant. Et on a aussi des avantages personnels tels que une meilleure compréhension des systèmes distribués, le debugging, le monitoring avec Prometheus, parce que c'est des choses que nous allons faire par la suite. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, si vous avez pu apprendre quelque chose, je vous recommande, n'est-ce pas, de liker, de commenter et pourquoi pas de partager cette vidéo, n'est-ce pas? Lorsque nous avons quelque chose qui nous bénéficie, c'est toujours bien de partager avec d'autres connaissances, avec des personnes qui aimeraient apprendre le DevOps aussi, pour qu'ensemble nous puissions commencer du jour 1 jusqu'au jour 60. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec Kubernetes. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et ensemble nous verrons comment, n'est-ce pas, les résoudre. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.